Ils descendent dans la rue pour manifester en faveur du climat. Leurs slogans sont de véritables punchlines. Quand c'est fondu, c'est foutu. Plus chaud que le climat, où il n'y a pas de planète B. Leur discours est cash, direct et percutant. Après la mobilisation dans les rues, les jeunes veulent aller plus loin. Ils interpellent le monde politique pour que les choses changent. Nous avons décidé de rassembler les uns et les autres autour de la table. Que demandent les jeunes? Que proposent les élus politiques? Que faut-il changer dans nos habitudes? Vaste question que nous abordons dans cette émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Ça fait donc effectivement plus de 2 mois qu'ils se mobilisent, qu'ils manifestent pour le climat. Les jeunes descendent dans la rue, mais pas uniquement, comme on le disait. Ils vont également vers les milieux politiques pour présenter leur cahier de revendications. À l'occasion de la Journée mondiale du climat, pour le climat, nous avons décidé de leur donner la parole aujourd'hui. Les jeunes viennent d'écoles namuroises, mais aussi de Philippeville ou encore de Florène et de Douache. Et puis, face à eux, des représentants de 4 partis traditionnels qui sont impliqués en fait dans différents niveaux de pouvoir, le niveau communal, le niveau régional, mais également le niveau fédéral, parce que l'environnement et le climat se gèrent à tout niveau de pouvoir en Belgique. Alors, dernière précision, avant de commencer le débat de ce soir, nous devions avoir Adélaïde Charlier autour de cette table, une des figures emblématiques, évidemment, du mouvement des jeunes, qui est originaire de Namur, mais malheureusement, elle a dû décliner l'invitation au tout dernier moment parce qu'elle est simplement retenue à Strasbourg, au Parlement européen. Voilà. Alors, on va entamer le débat. Les jeunes sont un peu stressés, c'est normal. Vous n'avez pas encore fait ce type d'émission, en tout cas pour la plupart. Mais ne vous inquiétez pas, on est là. Et face à vous, donc, hommes et femmes politiques, pour vous répondre. Et simplement que chacun puisse, d'un côté et de l'autre de la table, mieux se comprendre. Allez, on commence par les constats. Tout d'abord, on va revenir un peu sur le passé. Et très rapidement, je vais demander tout d'abord aux jeunes les constats que vous faites en matière d'environnement, de nature et de climat dans notre pays. Je fais un petit tour de table. Quelles sont pour vous les erreurs peut-être qui ont été commises par le passé, les errements, ce que vous reprochez peut-être à la classe politique dans un premier temps, ce que vous constatez en tout cas dans votre vie. On fait le tour peut-être avec, on commence par Augustin peut-être? Oui, merci. On a pu remarquer ces dernières années, et ça depuis longtemps, que les ambitions, en tout cas problèmes de changement climatique, sont au final un superflu qui dérange assez souvent le politique parce que les lobbies et le climat ne s'entendent pas très bien. Alors je pense que, et on le pense tous, qu'aujourd'hui pour arriver à des ambitions climatiques plus contraignantes, pour essayer d'éviter une augmentation de la température terrestre trop importante, il faudrait que le climat soit vraiment au cœur des négociations, que ce ne soit plus quelque chose qui soit mis en plus, que ce soit quelque chose qui arrive par après. Non, le climat doit être une chose primordiale qui doit être au cœur de chaque nouveau projet, de chaque nouvelle négociation qui entre comme nouvelle loi, mais également comme nouvelle proposition pour des écoles, pour n'importe quoi, que ce soit réellement un enjeu et plus un superflu. Je pense aussi qu'au niveau politique, mais cela à tout niveau, pas seulement au niveau climatique, si on veut arriver à quelque chose, à mener un meilleur monde au niveau climatique également et notamment, il faudrait peut-être arrêter ce conflit habituel en fait qu'on connaît entre les partis politiques, mais également entre la politique, les lobbies et les entreprises. Essayer de faire, de réellement s'entendre tous ensemble, en tout cas à propos de la cause climatique qui appartient à tout le monde et pas seulement à certains individus de la société. Alors, on va laisser répondre du côté de la table. Après, une autre peut-être constatation de la part de Christy. Qu'est-ce que toi, tu remarques? Qu'est-ce qui te choque le plus, je dirais, en matière de climat et d'environnement chez nous? C'est déjà la consommation excessive de CO2, qui avant, on n'en faisait pas, on faisait pas attention du tout. Donc c'est seulement maintenant qu'on se rend compte qu'il faudrait faire attention et ça prend du temps. Et puis... C'est ce qui te marque en tout cas. Ok. Alors de l'autre côté de la table, la réponse sur le lobby, les rapprochements peut-être entre les pouvoirs politiques et le monde de l'entreprise, on va dire. Hein. Et alors de l'autre côté, le CO2, on a peut-être un peu tout laissé faire et du coup on arrive à une saturation. La réponse, qui se lance? Monsieur Prévost? Oui, alors... Je pense que quand on parle de lobby, il faut pouvoir aussi relativiser. Il ne faut pas mettre la tête dans le sable, évidemment. Il y a des jeux d'influence, des entreprises qui sont confrontées à d'autres impératifs qui, sur certains aspects, sont légitimes. Mais on ne vit pas non plus dans un contexte, en tout cas en Belgique, comme on la connaît aux États-Unis, avec des lobbies qui sont omniprésents, omnipotents, hyper influents. Maintenant, il y en a.
Et la noblesse de l'action politique, c'est de pouvoir justement prendre la juste distance par rapport à cela, mais on ne peut pas non plus balayer d'un revers de main d'autres préoccupations qui sont aussi importantes pour nos concitoyens et pour les jeunes de demain, qui sont liées à l'emploi, qui sont liées à l'activité économique, qui doit pouvoir aussi exister pour offrir un projet de vie à ces jeunes et à leurs familles. Alors, j'aurais envie de dire, par rapport à la question des influences et de l'excès de consommation de CO2, c'est clair, quand on regarde la manière dont, depuis des siècles et même plusieurs millénaires, les consommations se sont faites et les rejets de particules, on a depuis l'ère industrielle, depuis quelques dizaines d'années, une explosion de ces rejets de particules que l'on doit essayer de limiter. Alors, les jeunes qui sont en face de nous ont la chance de vivre dans un pays qui, même s'il n'est pas parfait, et même si on doit tous balayer devant notre porte pour voir comment on pourrait encore faire mieux demain, est au moins un pays qui est à la pointe de la conscience de la nécessité d'agir au niveau climatique. Ce n'est pas toujours le cas d'autres super grandes puissances qui rejettent les accords et qui ne participent pas à cette démarche. Nous sommes dedans, on a fait des choses, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, on en est convaincus. D'accord. Monsieur Claraval, peut-être sur ce point de vue du lobby et de rapprochement et du monde industriel, je dirais. Mais je partage l'analyse de Maxime et je trouve que dire qu'il n'y a rien n'a été fait, que ce sujet est superflu, ce n'est pas vrai. Ça fait quand même des années qu'on en parle, que des mesures sont prises et on voit que les émissions de CO2 ont diminué de 22% depuis qu'on a pris des mesures pour le diminuer. Ce n'est pas assez et sans doute que le message des jeunes aujourd'hui, c'est que ce sujet-là doit être prioritaire. Mais le développement durable, ce sont trois piliers. Il y a en effet le climat, l'environnement, mais il y a aussi le social et l'économique. Et si l'on veut gérer un pays, il faut veiller à le faire de manière durable et donc avoir à la fois des mesures sur l'environnement, mais aussi des mesures sur le plan social et des mesures sur le plan économique. Si on déséquilibre ce développement durable, alors on risque d'avoir des problèmes avec un des trois piliers. Et donc, quand on dit que tous les partis doivent être d'accord, je pense qu'ici, autour de la table, les 4 partis sont d'accord. On a tous les 4 signé les objectifs ambitieux au Parlement fédéral, avec même écolo, et donc il n'y a pas de problème. Par contre, sur la manière dont on atteint ces objectifs, là, on n'aura pas les mêmes méthodes. Hein. C'est certain que la gauche et la droite n'auront pas les mêmes méthodes pour atteindre des objectifs. Et donc, c'est là que la démocratie entre en jeu. Et donc, les partis politiques ne peuvent pas tous être d'accord parce qu'on reflète la démocratie, on reflète des opinions différentes, et ce serait utopique de croire que tout le monde va se donner la main parce qu'on est tous sur la même opinion. Ou alors, il n'y a plus besoin de débat démocratique, on a besoin uniquement d'une autorité supérieure qui impose son point de vue. C'est dit la preuve autour de cette table. Monsieur Azé, vous venez dire non de la tête, vous n'êtes pas d'accord avec Monsieur Claraval. Je partage entièrement le constat de Monsieur Claraval lorsqu'il nous dit qu'il y a plusieurs partis politiques qui ont des projets différents. Mais pour le reste, je rejoins davantage le constat des jeunes, c'est qu'on a fait beaucoup trop peu et beaucoup trop lentement pour le climat. Ça fait des décennies que les scientifiques alertent sur le sujet. Ça fait des décennies que les écologistes tirent la sonnette d'alarme, formulent des propositions. Et on avance que peu à peu. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on nous a d'abord rionné. Et puis on nous a dit, allez, il n'y a pas de preuve, avec quoi venez-vous ? C'était le déni. Et jusqu'à pas encore si longtemps, encore au Parlement wallon, sous cette législature, des parlementaires se sont exprimés pour nous indiquer que, à l'échelle de la préhistoire, finalement, ce qui se passe aujourd'hui n'a pas d'impact et que c'est tout à fait naturel. Et puis on nous a dit, mais non, vous inquiétez pas, les technologies vont tout arranger. Et pendant tout ce temps-là, on a perdu énormément de temps, et tous les efforts qui n'ont pas été faits vont nous obliger, vont obliger l'humanité à faire beaucoup plus fort à l'avenir, au risque sinon que l'environnement, la santé des gens, mais même la vie sur Terre, soit finalement menacée. Les jeunes, de votre côté, une réflexion ? Comment on peut le dire ? Ça fait déjà depuis le début des années 70 que les scientifiques nous alertent sur le changement climatique et sur les différents problèmes qui sont liés, et que du coup justement pour l'instant on est en train justement de constater, c'est vraiment que le début, et ça c'est vraiment un problème, c'est qu'on est vraiment au début du changement et on voit déjà qu'il y a des choses qui se mettent en place. Quand je prends l'exemple de la chaleur qu'on a connue il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, on avait 21 degrés. Ou la canicule tout l'été dernier. Ouais, c'est ça. Du coup, moi je pense qu'il y a clairement un problème. C'est parce qu'en fait, donc, déjà dans les années 70, il y avait ce constat-là qui a été fait. Et là, on avait le choix de se diriger vers un changement. Maintenant, on est autour de cette table et on se retrouve face à une obligation de changement.
Et donc moi je pense que le travail aurait déjà dû être mâché en amont et beaucoup plus de choses concrètes auraient dû être déposées au préalable. Et maintenant, on est face à quelque chose qui commence à nous dépasser et je ne sais pas comment on va pouvoir gérer ça par la suite. Alors je pose la question, j'imagine la réponse, mais Adrien par exemple, ça te fait peur ce genre de constat qui est fait maintenant et c'est pour ça que tu te mobilises aussi dans ton école, dans ta région? Oui, parce que les actions auraient dû être faites avant. Parce que maintenant, on voit que la température se réchauffe de trop. Mais quelles sont les actions concrètes? Pour le moment, il n'y en a pas vraiment. On se mobilise dans les rues pour leur montrer qu'il faut bouger. Parce que sinon, ça sera trop tard, quoi. Très bien. Alors cette mobilisation des jeunes, on en passe maintenant au présent, donc quelque part. La mobilisation des jeunes, on la connaît. Madame Tilleux, est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit, mais qui vous secoue aussi? Les jeunes qui descendent la rue, quelque part, il faut leur répondre. Il faut une réponse et ils veulent du concret assez rapidement. C'est très important et pour ma part, ça me rassure sur l'évolution de notre société parce qu'on assiste à un individualisme croissant, la solidarité se dilite et à l'inverse, aujourd'hui, on voit les jeunes qui massivement se rencontrent dans les rues, massivement répondent à des appels et sont extrêmement investis sur les questions de l'évolution climatique en nous interpellant, nous, politiques, et là, on doit faire notre mea culpa, il est vrai, nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, elle est collective. Tout le monde doit agir, les citoyens, les entreprises, mais bien sûr, les politiques en première ligne. On va le voir dans une deuxième partie d'émission d'ailleurs. Voilà. Mais dire que nous n'avons rien fait, c'est évidemment aller un peu trop loin. Je pense que nous avons déjà agi, sans doute pas assez vite, sans doute pas assez fort, et il y a maintenant urgence. Et fort heureusement, vous êtes là, vous les jeunes, pour nous le dire aujourd'hui, pour le crier. Et donc, ne vous tracassez pas, vous faites pression et ça se ressent sur tous les partis. Au niveau du Parti socialiste, nous avons, pendant 2 ans, mené des réflexions, ça s'appelait les chantiers des idées, où l'idée de l'éco-socialisme a refait surface à chaque atelier. C'est vraiment quelque chose qui est revenu comme une rengaine sur chacun des thèmes, que ce soit la mobilité, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'agriculture, que ce soit les déplacements, que ce soit l'économie même aussi, toutes ces questions en lien avec l'environnement. Mais chez nous, l'idée, c'est qu'on ne peut pas se préoccuper de cette évolution climatique et des mesures fortes avec des objectifs ambitieux sans avoir aussi en tête le bien-être des gens et l'idée qu'on ne peut pas creuser encore plus les inégalités sociales. Et donc le combat climatique ne peut pas être distinct du combat pour plus de justice sociale. On se rend compte que ce ne sera pas facile. Maxime Prévost, vous vous sentez aussi poussé dans le dos quelque part par les jeunes? Mais je pense que le message qu'ils nous adressent, il est clair, il est fort, il doit être entendu, écouté, respecté. Être respecté, ça veut dire aussi ne pas être récupéré. Je crois que on entache la dignité de leur mouvement quand on essaye de faire de la récupération, alors que ce que l'on doit d'abord et avant tout faire, c'est nous mobiliser pour des actes. Ce que les jeunes nous demandent, c'est d'agir, et d'agir maintenant. Mais si vous nous conviez autour d'une table sur Canal C, dans ce genre d'exercice, c'est aussi pour qu'on fasse de l'éducation permanente. Nous devons, nous politiques, entendre la puissance des messages et agir là où nous le pouvons, au niveau communal comme à d'autres niveaux, mais nous devons aussi expliquer qu'il ne suffit pas de dire qu'un changement doit avoir lieu pour que, par un claquement de doigts magique, il s'opère dès le lendemain. Je prends une illustration. Vous avez eu raison tout à l'heure de souligner que dans les années 70, il y avait eu beaucoup de rejets de CO2. Mais dans les années 70, on sortait aussi d'usines de charbonnage, de gestion de l'acier, etc., qui étaient des grosses entreprises pollueuses, parce qu'il faut qu'on ait l'honnêteté de dire que si la Wallonie a diminué ses émissions de CO2, c'est pas nécessairement parce qu'elle a été le meilleur élève de toute la classe, c'est parce qu'on a eu dramatiquement une série d'entreprises qui ont fermé les unes après les autres, qui polluaient beaucoup, et qui, n'étant plus là maintenant, améliorent notre résultat. Mais à l'époque, quand les hommes et les femmes politiques confrontés à cette question, des revendications pour fermer quelque part des activités polluantes, avaient de l'autre côté aussi des centaines, des milliers de familles qui risquaient de se retrouver sans emploi, sans capacité de nourrir leur famille, de pouvoir éventuellement, adéquatement se reconvertir professionnellement, ce ne sont pas des choix simples. Et c'est là où, effectivement, tout le monde est convaincu, et le CDH l'est aussi, que nous devons passer la vitesse supérieure en matière de transition écologique, et qu'on doit le faire à tous les niveaux de pouvoir, y compris le plus petit au niveau communal. Et on a déposé des propositions en ce sens, que chaque commune ait l'obligation légale
de s'engager dans un plan climat, que ce ne soit pas que de la bonne volonté. Mais il faut aussi être conscient que ces ruptures ne peuvent pas être radicales si on veut éviter qu'une série de familles soient laissées au bord du chemin, sur la route, parce que tout le monde n'a pas l'occasion. Un autre exemple, les voitures les plus polluantes aujourd'hui sont évidemment pas les voitures dernier cri, hybrides ou électriques. Ce sont les voitures qui datent de plusieurs années, qui sont des voitures d'occasion, qui sont généralement les voitures accessibles pour les ménages qui ont des revenus les plus faibles. Si on leur dit du jour au lendemain, vos voitures, c'est plus possible de les utiliser, alors on va augmenter encore la précarité. Il faut accompagner le processus. Et donc, passer la vitesse supérieure, mais le faire aussi avec une politique de solidarité à l'égard de ceux qui ne pourraient pas se permettre du jour au lendemain de basculer comme ça. Très bien. Alors, on va parler mobilité, évidemment, aussi. C'est un des chapitres de cette émission. D'autres jeunes nous ont rejoints autour de la table. Louise, notamment, pourquoi as-tu décidé de te mobiliser, de manifester? Et est-ce que tu es consciente qu'effectivement, tout ne sera pas facile et qu'il faudra des mois, des années, voire davantage pour changer les choses? J'ai décidé de me mobiliser parce que je suis consciente, comme on l'a dit avant, de tout ce qui pourrait nous tomber sur la tête si on ne bouge pas maintenant. J'essaie de faire bouger les choses comme je peux, mais moi, toute seule, je ne suffis pas. Je vais en profiter pour dire ma crainte pour le moment. Quand on est en face de vous, on a un peu l'impression... Enfin, on sait qu'on est les futurs électeurs, et on a un peu l'impression que parfois, on achète un peu nos votes, on nous promet des choses. Après les débats, on nous parle un peu, on nous dit oui, dans notre parti, on va faire ça, on va faire ça. C'est vraiment notre crainte. Donc nous, ce qu'on dit maintenant, c'est que le climat, il faut changer tous ensemble. Et on a peur qu'on nous mente un peu sur des choses qui ne vont pas arriver, qu'on nous pense un peu naïfs alors qu'on sait très bien ce qui va se passer. Et on aimerait vraiment faire front commun tous ensemble contre cette problématique. Et voilà. Voilà. Est-ce que c'est possible de l'autre côté de la table? Monsieur Azé? Moi, je souhaite qu'il y ait front commun. Je trouve que la mobilisation qui a lieu, elle est exceptionnelle. J'en suis épaté. Et j'ai le sentiment que peut-être qu'en 2 mois, le travail qui a pesé sur un certain nombre qui ne croyaient pas à ces enjeux du climat, qui nous disaient allez voir un peu ailleurs, ce n'est pas une question importante, sont peut-être sincèrement, on le saura que plus tard malheureusement, mais sont peut-être sincèrement en train de changer. Et donc j'ai envie de croire à ce front commun, mais je dirais d'abord que ces manifestations, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir un peu moins seul, en fait, à porter ces enjeux-là. Mais est-ce que le front commun est possible, M. Azé? Parce qu'on va peut-être voter, la crainte des jeunes, c'est que 2 mois plus tard, et je pense que certains sont en train de changer de point de vue. Mais je constate qu'encore aujourd'hui, des politiques, non pas qui vont trop lentement vers l'objectif, mais qui vont à contresens de l'objectif, continuent à avoir lieu. On continue à subsidier la pollution dans une série de secteurs. Et si vous parlez de la mobilité, le gouvernement wallon, par exemple, continue à vouloir porter des projets de liaison autoroutière qui vont coûter des centaines de millions. Donc nous sommes en 2019, M. Collin. Et en 2019, on veut encore construire, notamment à l'est de Liège, un chaînon autoroutier qui va coûter plus de 600 millions d'euros. Mais 600 millions d'euros, c'est énorme à l'échelle de nos budgets. Et surtout, c'est encore et toujours la même politique, celle des années 70, où on continue à penser que c'est en augmentant la taille du réseau routier qu'on va résoudre les problèmes. Alors qu'à l'inverse, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est qu'il n'y a jamais eu autant d'embouteillages. La pollution de l'air amène 800 000 décès par an en Europe. Ça amène une réduction d'espérance de vie de 2 ans en Belgique. Et il y a bien évidemment l'impact essentiel sur le dérèglement climatique, parce que si dans certains secteurs on avance effectivement, si les choses commencent à bouger, je pense notamment aux enjeux de l'isolation, en matière de mobilité, par contre, on continue à reculer. C'est un secteur où les émissions, malgré les cris d'alerte, continuent à augmenter. Bien, on va parler de la mobilité, on en profite, on enchaîne effectivement. Malexis, une réflexion? Oui, alors il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, je suis d'accord que certains partis vont dans notre sens, font des choses pour l'écologie, et je pense que c'est parce qu'ils se sentent un peu obligés maintenant. Parce qu'avec la pression qu'on met sur les politiciens, tous les politiciens vont parler de ça, même s'ils ne se sentent pas vraiment concernés. Non, mais enfin, c'est bien. Vous ne vous mobilisez pas pour rien, en tout cas, hein, visiblement. Voilà. Ouais. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est un peu superficiel, leur envie de changer, tout ça. Ils n'ont pas vraiment envie et ils ne sont pas vraiment concernés. Pourtant, on l'est tous. Et qu'on le veuille ou non, l'écologie, c'est à l'heure actuelle le secteur le plus important. Vous parliez tout à l'heure des piliers écologie, sociale et économique et tout ça. Oui, les autres piliers sont importants, mais si on ne s'occupe pas d'écologie maintenant, les autres piliers, on peut les oublier. Maintenant, on a encore le luxe, je vais dire, de pouvoir penser aux autres domaines. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, on peut oublier les autres domaines. Enfin, on ne se rend pas compte de l'ampleur du... Oui, M. Clarinval, et puis on parle mobilité. Mais, donc,
faire croire que certains partis découvrent l'écologie parce qu'il y a les marches, c'est quand même un peu incorrect de la part de mon collègue de dire ça. Par exemple, au MR, avec le gouvernement fédéral, ça fait plusieurs années, donc ça fait plus de 5 ans, qu'on installe des éoliennes en mer du Nord. On a quasiment l'équivalent d'une centrale nucléaire en mer du Nord d'éoliennes. Ça n'est pas parce qu'on a découvert l'écologie la semaine dernière. C'est parce que ça fait des années qu'on travaille planter ces éoliennes en mer du Nord. Et pour remplacer les centrales nucléaires par des éoliennes en mer du Nord, le ministre Belot, il y a 4 ans, a investi 1 milliard d'euros rien que pour faire le RER à Bruxelles. Donc c'est pour densifier la mobilité en transport en commun. Donc c'est pas la semaine dernière que François Belot a décidé de mettre 1 milliard d'euros sur la table. On a décidé au niveau fédéral toute une série de mesures pour transformer les voitures de société, les verdir et permettre aux gens de transformer les voitures de société en d'autres modes de... Ça, ce sont des choses qui ont été décidées il y a un certain temps. Donc, ce n'est pas correct de dire qu'on découvre cela. Ouais. C'est vrai que les marches pour le climat focalisent l'attention plus sur cet élément-là, c'est vrai. Mais ça nous permet aussi de dire à certains qui sont peut-être moins connotés verts, hein, parce que c'est vrai qu'Écolo revendique un peu la paternité, voire récupère de temps en temps ces mouvements, mais pour d'autres comme nous, on voit quand même certains marchés autour, on voit qu'il y en a certains qui récupèrent. En tout cas, nous, on a agi. Et les éoliennes en mer du Nord, le plan climat, par exemple, le plan d'investissement, c'est 150 milliards que le Premier ministre Michel a investi notamment pour l'énergie et la mobilité. Alors, ouais. Sur toutes les mesures concrètes qui ont été mises en place et qui permettront de transformer les choses. Les jeunes, Maxime Prévost? Les jeunes d'abord, vous n'êtes pas d'accord sur ce point de vue? Pas tout à fait, non. Non. Pas tout à fait. Maxime Prévost, est-ce qu'il n'est pas vrai dans ce alors, que je veux dire? Est-ce qu'il n'est pas vrai? C'est pas des choses qui sont fausses peut-être, et vous êtes mieux renseigné que moi, je l'espère. Mais ce que vous dites, c'est des petites actions qui ont été faites. Mais oui, d'accord. Mais quand vous parlez d'éoliennes, par exemple, quand on regarde la part des énergies renouvelables en Belgique, c'est une minorité. Je pense que c'est quelque chose comme 10-15%. Donc ça, si on regarde juste, si on se focalise sur les éoliennes, on se dit oh c'est bien, ils ont investi plein d'argent dans les éoliennes. Quand on regarde dans l'ensemble, finalement c'est pas bien. Quand on regarde sur l'ensemble, l'énergie elle vient principalement de. Ça n'est pas facile. On ne claque pas les doigts pour implanter des éoliennes. Je comprends que c'est pas simple, mais il faut tout mettre là-dessus, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est le truc le plus Maxime Prévost et puis Louise. Je pense que ce que les jeunes, justement, n'ont plus envie d'entendre. C'est un discours des partis politiques qui, les uns après les autres, essayent d'expliquer qu'ils font mieux que le voisin. Chacun, objectivement, peut légitimement faire la liste d'une série d'actions qu'il a pu mener quand il était aux affaires. Chacun de nos partis politiques. Il faut simplement entendre qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et l'enjeu, c'est pas d'essayer de se montrer plus beau, plus vert que le voisin. C'est de voir comment, ensemble, avec nos sensibilités différentes, on parvient à comprendre qu'il faut qu'on se fédère pour un sursaut démocratique, une véritable réponse politique sur un sujet qui aujourd'hui, et vous avez raison de le préciser, est un élément clé également pour l'économie et le social. Parce qu'il ne faut pas les opposer. Il faut qu'on fasse une transition pour que notre modèle économique évolue vers l'économie verte, l'économie plus circulaire, vers l'innovation qui va créer de nouveaux emplois. Et donc c'est aussi une opportunité, et certainement dans un pays comme le nôtre, qui doit passer le cap d'entreprises, d'industries lourdes, qui ont dû mettre la clé sous le paillasson. Et c'est parce qu'on arrivera à faire ces transitions, parce qu'on aura des formations plus pertinentes demain sur une série de métiers d'avenir, qu'on créera aussi la cohésion sociale qui est indispensable. On permettra aussi que l'alimentation de proximité soit accessible à tous les portefeuilles. Moi, je me souviens, il y a quelques années, n'allait dans les magasins bio que ceux qui avaient le portefeuille lourd. Progressivement, ça s'est démocratisé. Progressivement, on en trouve partout. Même dans les supermarchés classiques, il y a maintenant des rayons bio. Parce que on a voulu aussi rendre ça plus accessible à tout le monde. Et donc, il faut éviter que les circuits courts, que l'alimentation de qualité ne soit réservée aussi qu'à ceux qui sont pesants. Ça doit être démocratisé. Nos agriculteurs ne demandent qu'une chose, c'est que les produits de qualité qu'ils font soient mieux valorisés, plutôt que d'avoir dans les rayons le steak argentin qui n'a pas répondu aux mêmes normes sanitaires, aux mêmes normes de qualité, qui lui est vendu vachement moins cher. Et donc, ça, objectivement, c'est un processus qui est en marche, mais à un rythme trop lent. On doit collectivement le reconnaître et arrêter d'essayer de se donner des bons points au bulletin. On peut tous considérer qu'on a fait des choses,
Tout ne se fait pas en un claquement de doigts, on le sait, mais les jeunes ne nous demandent pas de tout faire en un claquement de doigts. Ils nous demandent juste d'en faire une priorité plutôt que de considérer que c'est la 5e roue du carrosse quand on a discuté de tout le reste. Allez, la parole à Louise. Ouais, moi, je remarque mon dire sur ce que vous avez dit, Monsieur Clarinval. Je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre notre combat qui est le climat et écolo, qui peut-être a des fois plus parlé du climat. On ne revendique pas du tout les idées d'écolo, on revendique juste le climat en fait. Donc il faut arrêter l'amalgame de les jeunes se battent peut-être plus en vert dans les couleurs, parce que c'est les couleurs de la planète. On ne se bat pas pour écolo, et il faut séparer ces deux choses-là, quoi. Bien, très bien. Je suis d'accord. Votre mobilisation. Ouais, voilà. Et notre mouvement se veut totalement apolitique. Donc on s'associe à rien, on a juste une chose qu'on demande. On se bat pour notre futur, quoi. Ouais, voilà. Très bien, et c'est la force de votre combat. Allez, on parle mobilité donc avec une question qui revient beaucoup chez les jeunes. Hein. Les jeunes demandent notamment le bus gratuit. Alors le bus gratuit, fausse bonne idée, point d'interrogation, ou au contraire bonne idée. De part et d'autre, les jeunes tout d'abord, votre point de vue sur la question, je ne sais pas, Christy ou Adrien, vous demandez les bus gratuits vous par exemple ? Pour vous, c'est une bonne solution, alors que dans la région de Couvain, Philippeville, c'est pas forcément facile de se déplacer. Oui, parce que forcément, les bus gratuits, ça forcera plus de jeunes même à prendre le bus et les transports en commun. Mais le problème, c'est que c'est très mal attribué. Des fois, pour se rendre à un endroit, il faut aller jusque Charleroi. Il n'y a pas assez de bus, il n'y a pas assez de possibilités. C'est très mal attribué et donc c'est difficile de prendre le bus. Et le fait, déjà rien qu'il soit gratuit, ça va inciter les gens à prendre le bus, mais pour ça, il faut procéder à une réorganisation. Ou plus de bus aussi. Ou plus de bus aussi. Alors, de l'autre côté de la table, il y a plusieurs représentants qui sont au niveau wallon, hein, puisqu'il faut savoir, parce que beaucoup d'ailleurs revendiquent des transports en commun auprès des communes, mais les communes ne savent pas faire grand-chose. C'est au niveau wallon que ça se joue. Alors, est-ce que c'est possible de le faire au niveau wallon ? Est-ce qu'il faut du coup une enveloppe beaucoup plus importante pour avoir plus de bus ? Et est-ce que les bus gratuits, c'est une bonne idée ? Monsieur Azé ? Clairement, c'est une question de choix politique. On va en revenir effectivement à la cohérence et aux tests de sincérité. On entend toute une série de personnes qui rejoignent la cause du climat, qui ont déjà agi, mais qui aussi entreprennent des actions qui sont contradictoires avec ces revendications. Et effectivement, le transport en commun, c'est un levier majeur pour changer la mobilité. La première priorité pour nous, c'est d'abord de développer l'offre. C'est-à-dire, à un moment donné, de mettre des moyens sur la table pour qu'il y ait davantage de lignes sur des régions qui sont trop peu desservies, qu'il y ait aussi davantage de fréquences, qu'il y ait des bus plus tôt le matin, plus tard le soir. Quand on regarde pour aller à Couvain, le dernier bus, c'est vers 5 heures. Donc, à un moment donné, il y a là des investissements à faire. Et avec ces investissements, on doit aussi, à notre avis, faire baisser le prix du bus. La proposition qu'on fait, de façon ciblée, c'est que pour les jeunes jusqu'à 25 ans, le bus soit gratuit. Est-ce que c'est possible ? Oui. Est-ce que l'argent tombe du ciel ? Non. Et donc, à un moment donné, il y a une question de choix politique. Le précédent gouvernement wallon avait décidé d'affecter une partie de la recette de ce qui s'appelle le prélèvement routier sur les poids lourds, qui est une recette nouvelle qui est tombée à Wallonie de 200 millions d'euros par an. Et le gouvernement avait décidé d'affecter un quart d'argent pour les transports communs. Le gouvernement qui a suivi, nous n'étions plus là, a décidé finalement que 100% de la somme allait être investie dans le réseau routier et autoroutier. Et donc, il y a là de l'argent, et c'est une question de choix politique. Moi, je ne dis pas que l'argent tombe du ciel, je dis qu'à un moment donné, il faut faire un basculement, et le basculement, il est aussi budgétaire. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné des moyens qu'on n'investit plus pour de nouvelles autoroutes et qu'on investit dans le développement du transport en commun. Oui, une réflexion ? Oui, forcément, il y aura un coût à faire pour passer la transition écologique. Mais le coût qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on ne devra pas payer plus tard. Parce que le coût plus tard sera beaucoup plus important que maintenant. On est totalement d'accord, d'autant plus que dans les bus, il y a bon nombre de places vides en fait. Donc pour une part, les personnes qui vont rejoindre le bus vont en fait occuper des places qui existent déjà. Et donc, là où il y a un coût à payer par la région, c'est qu'effectivement, il y a des abonnements aujourd'hui qui sont payés par les jeunes. Et là, forcément, ceux qui prennent déjà le bus, eux auront une économie. Mais de toute façon, par rapport aux familles et par rapport à la nécessité que la transition écologique, elle soit accessible à tout le monde, eh bien, effectivement, c'est un signal fort qui doit être donné. Alors, une réflexion d'Augustin et puis Mme Thieux. Les bus vides, je ne sais pas si vous prenez souvent le bus, mais ce n'est pas trop le cas. Parce qu'il faudrait justement augmenter le réseau de bus, l'optimiser, augmenter le nombre de bus sur les voies et ne pas dire que si les bus étaient gratuits, tout le monde le prendrait. Je ne sais pas si c'est une réalité. Peut-être que c'en est une, mais il faudrait surtout réellement optimiser le réseau de bus, que ce soit au niveau du nombre de bus, au niveau de la fréquence qu'ils passent dans les petits villages. Certes, à Namur, énormément de bus passent.
peut-être que la moitié sont à moitié vides, mais dans les petits villages, le bus passe 4 fois par jour et il est constamment rempli. Ouais. Donc, Augustin, tu as d'ailleurs interpellé le conseil communal de Namur avec une réflexion toute simple en disant que tu avais voulu toi prendre le bus et que c'était quasiment impossible parce que les horaires ne correspondent pas. clairement, les horaires ne correspondent pas aux horaires écoliers, mais également aux horaires de train. Peut-être que le TEC et la SNCB devraient davantage travailler ensemble afin de proposer des recettes davantage intéressantes pour les utilisateurs. Alors attention, là, c'est 2 niveaux de pouvoir. Hein. Les TEC, c'est wallon et les trains, c'est le fédéral. Augustin a raison sur une chose. Alors, c'est facile le slogan « Tous les bus devraient être gratuits ». Le problème, c'est qu'il y en a déjà aujourd'hui une série qui sont tellement bondées, singulièrement dans les horaires scolaires, que vous avez parfois le bus 1 qui passe devant vous, vous êtes obligé d'attendre le deuxième sans savoir quand il va arriver. La difficulté, c'est pas nécessairement le coût. Parce que, effectivement, rendre tout gratuit, d'abord, dans certaines villes où ça s'est mis en œuvre, on a abandonné après plusieurs années parce qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est pas ceux qui prenaient la voiture qui abandonnaient pour prendre le bus, c'était parfois des cyclistes qui finalement laissaient le vélo de côté pour prendre le bus parce qu'il n'y a pas toujours de réseau qui est correct par rapport aux besoins. Donc le premier enjeu, c'est d'abord de développer mieux jusqu'au cœur de village les bus et les lignes existantes. Et puis il faut accepter un peu le changement. Parce que aujourd'hui, si comme M. Azé le dit, certains bus sont parfois à moitié vides, alors que sur certaines lignes, on crève pour trouver une place. Il faut parfois rechanger les lignes, mais dès qu'on change les lignes, on a une levée de bouclier aussi d'une série d'habitués, d'habitants dans les quartiers, on l'a connu aussi à Namur, qui disent « Oui, mais vous me privez d'un service dont j'ai toujours bénéficié pendant des années. Oui, mais peut-être qu'il faut réadapter cette ligne pour répondre aux besoins d'une meilleure manière qui s'exprime aujourd'hui. » Et donc, nous avons investi dans les bus. Les prix ont été statés. La gratuité n'est pas la recette miracle. Ce qu'il faut, c'est par contre augmenter les moyens pour créer de nouvelles lignes et renforcer la capacité que les gens ont d'abandonner leur voiture pour prendre le bus. Bien, Madame Tilleux et puis les jeunes. D'abord, je suis contente de prendre la parole, enfin, et de dire que, incontestablement, il faut réfléchir à l'accessibilité des transports en commun. Il est vrai aujourd'hui que parfois, prendre le bus ou prendre le train pour un déplacement coûte plus cher que de prendre la voiture. Et donc ce constat-là fait que, incontestablement, pour une famille en particulier, on va préférer la voiture plutôt qu'un transport en commun. Et là, on doit commencer vraiment à réfléchir à comment utilisons-nous les moyens publics pour améliorer à la fois l'accessibilité, c'est-à-dire le tarif, un tarif meilleur. Nous sommes assez d'accord sur le fait que jusqu'à 25 ans, le bus pourrait être gratuit, donc le TEC pourrait faire un effort. Nous l'avions fait déjà à l'égard des personnes de plus de 65 ans. Et donc, je pense que nous devons continuer en ce sens-là, à la fois chez les aînés, parce qu'après 65 ans, en général, ils ne sont plus actifs professionnellement, ils ont plus de temps, ils peuvent prendre les transports en commun à des heures où ils ne sont pas nécessairement bondés, aussi avec la question des transports qui sont complets. Et puis, ils peuvent aussi donner l'exemple. C'est vrai que se déplacer avec les petits-enfants, par exemple, pour aller le mercredi après-midi au cinéma ou un samedi matin sur le marché, eh bien, prendre les petits-enfants avec, c'est aussi leur donner le goût, l'habitude et faire en sorte que ce soit normal d'utiliser un transport en commun, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, il faut à la fois réfléchir à la question de l'accessibilité sous l'angle de la gratuité ou d'un tarif accessible et à la fois augmenter l'offre pour permettre que les transports en commun soient de vrais outils, des modes de déplacement qui permettent à chacun de faire son quotidien. Ça, parfois de travailler, on pense aux personnes qui ont des horaires le soir, le week-end. C'est même, parce qu'on parlait de Namur tout à l'heure, où c'est vrai, il y a beaucoup de bus dans le cœur de ville, mais si vous vivez à Loyers, par exemple, c'est déjà moins évident. Le week-end, c'est quasiment pas de bus. Une réflexion du côté des jeunes, puis on parle d'autres moyens de transport. Pour l'amélioration du réseau au niveau des bus et tout ça, moi je suis totalement pour, parce que je sais qu'il y a des amis par exemple qui peuvent pas venir à l'école en bus tout simplement parce que c'est trop mal, c'est desservi en fait, leurs régions sont desservies. Mais d'un autre côté, on dit que c'est pas parce qu'on va mettre des bus qui seront gratuits que les personnes vont d'office prendre le bus. Mais moi ce que je pense, c'est qu'en fait la population, elle a besoin d'un temps d'adaptation et d'éducation, je vais dire.
Donc, c'est pas parce que demain les bus vont être gratuits, bah c'est vrai qu'un enfant va toujours préférer aller en voiture avec maman à l'école. Il va être déposé directement devant son école et ça sera beaucoup plus simple. Mais je pense que ça doit passer par une forme d'éducation de la population qui doit se forger à ce mode de fonctionnement. Et du coup, bah, c'est justement en possédant cette proposition et en ayant le choix de le faire, ben je pense que c'est des choses qui pourront s'améliorer, comme vous dites, pas du jour au lendemain, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc il faut aussi une sensibilisation, quoi, hein, on va dire. Oui, bien. Alors oui, rapidement, Christy. Forcément, avec la mobilisation des jeunes, pour le moment, les plus petits vont forcément être influencés en grandissant. Donc forcément, ça va se faire petit à petit, que les jeunes prendront de plus en plus les transports en commun. Même ma petite sœur de 10 ans, elle m'a dit non, prends pas de paille, c'est en plastique. Ouais, ça commence, les évidemment. petits, même les tout petits commencent tout doucement. Très bien, effectivement, la sensibilisation vous oblige aussi à changer quelque part et vous mettre la pression. Quoi. Parce qu'il y a aussi des débats au niveau des écoles. Moi, je vois bien les enfants nous ont demandé chez nous de changer. Avant, on mettait une petite bouteille en plastique avec la collation. Maintenant, on est passé aux gourdes, ou alors, plutôt que d'avoir de l'aluminium, on emballe dans quelque chose qui peut être relavé, etc. Et ce sont les enfants qui nous l'ont eux-mêmes demandé. Donc, ce qui est très bien, c'est que non seulement votre combat sensibilise les adultes, mais ne croyez surtout pas que les plus jeunes d'entre vous ne l'entendent pas non plus. Très bien. Alors, on voulait parler de différents moyens de transport. On voulait parler notamment de taxer le kérosène ou pas. Je propose qu'on zappe cette partie-là parce qu'effectivement, les communes ne peuvent pas y faire grand-chose. Les régions, un petit peu, mais sans avoir trop d'influence. Ça se joue surtout au niveau européen, fédéral européen. On passe par contre aux voitures de société. Peut-être un petit mot, parce qu'à nouveau, incohérence. La semaine prochaine, il y a au Parlement wallon des projets de décret pour ratifier des traités qui interdisent la taxation du kérosène avec certains pays. Donc là où on a eu l'accord de Paris qui dit qu'il faut maintenant arrêter avec les transports polluants, eh bien, continuent des actes qui vont exactement dans le sens inverse, alors que nous sommes maintenant après Paris. Sauf que Stéphane, tu sais que ce ne sont pas des accords qui ont été négociés au niveau wallon, mais qui sont la transposition d'accords internationaux. Non, ce sont des accords entre la Belgique et le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, et le Parlement wallon est compétent pour les aéroports. En tout cas, comme ça, on comprend que c'est très complexe, en tout cas, et les jeunes ne s'y retrouvent pas là-dedans. Alors, juste par contre, le thème de la voiture de société, stop ou encore, les jeunes, une réflexion d'abord par rapport à ça. Vous avez pensé à la question, évidemment, et que demandez-vous, vous, par exemple ? Je pense que la voiture de société ne peut pas être abolie pour tout le monde. Certains coins sont, comme on vient de le dire, pas assez bien desservis en transport en commun. Donc la voiture reste la seule solution. Maintenant, pour les employés, utilisant la voiture entre Namur et Bruxelles, par exemple, clairement, les sociétés devraient, et ça devrait être obligatoire au niveau légal, payer le billet de transport en commun et non la voiture de société. Ce serait moins cher et pour les sociétés et davantage écologique. Donc les voitures de société sont une aberrance aujourd'hui, on peut le dire. Pas pour tous, mais pour la plus grosse partie de la population. Bien. Monsieur Claraval, sur ce thème-là et sur d'autres ? Oui, donc sur la mobilité, tout d'abord, moi je partage tout à fait le point de vue d'Augustin sur le transport en commun. Il faut en effet densifier le transport en commun. Moi, je suis à une province de Namur, Bièvre. J'habite il y a quasiment pas de transport en commun. Et donc, il faut d'abord apporter des solutions à ceux qui n'en ont pas. Donc, il faut investir dans le transport en commun beaucoup plus que de le rendre gratuit, ce qui risque quelque part de le tuer parce que ça va... la gratuité n'existe pas. Par contre, et sur les voitures de société, je partage également son point de vue. La voiture de société, c'est un outil qui a été utilisé par le passé pour rémunérer les travailleurs sans payer de cotisations sociales. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, les salaires bruts et nets sont très différents parce qu'il y a des cotisations sociales importantes et donc c'était un mécanisme qui était fort populaire. Donc l'idée qui a été mise sur pied et que nous avons voté récemment, c'est de payer, cash for car, de payer les gens pour qu'ils abandonnent leur voiture de société et qu'ils adoptent un transport en commun qui soit disponible, évidemment. Si, comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas de solution, ils ne pourront pas prendre une solution qui n'existe pas. Donc, payer pour pouvoir avoir une autre solution et aussi un budget mobilité. C'est une autre loi que nous avons votée récemment qui permet de switcher donc sa voiture vers une autre voiture plus verte ou vers d'autres solutions qui sont plus protectrices de l'environnement. Donc je partage tout à fait les points de vue d'Augustin sur la mobilité. Ok. Alors, il ne nous reste déjà plus qu'un quart d'heure. Donc je propose qu'on passe au chapitre suivant sur la consommation, l'alimentation. Donc là, je pense que point de vue jeune, il va y avoir quelques changements autour de la table.
la consommation, je dirais, vraiment au quotidien. Alors, par exemple, comment favoriser les circuits courts? Par exemple, doit-on manger moins de viande? Ça, je pose quand même la question autour de la table. Êtes-vous bien conscient des choses? Vous, en tant que jeune, et vous également en tant que politicien, êtes-vous conscient qu'il faut diminuer sa consommation de viande? Êtes-vous prêt à le faire chez vous, par exemple, et à favoriser les circuits courts? Je pose la question. On commence par Alexis. Oui, je peux commencer. C'est un des domaines dans lesquels je m'y connais très bien. Oui, moi, je suis très conscient qu'il faut. Je l'ai déjà fait depuis plus d'1 an. J'ai même arrêté tous les produits animaliers il y a 6 mois. Et je pense qu'on n'en parle pas du tout assez, quoi. En fait, moi, quand j'ai été sensibilisé à ça cet été, et ma première réaction, c'était comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Comment ça se fait que j'ai jamais entendu dire que tout le transport animal, l'industrie animalière produit plus de gaz à effet de serre que l'industrie du transport, quoi. Ça c'est des faits. On peut pas le nier, et pourtant on n'en parle jamais, quoi. On parle toujours de prendre le vélo plutôt que la voiture, mais on parle jamais de manger de la salade plutôt qu'un steak, quoi. Ouais. Étienne, de ton côté, parce qu'on peut le préciser peut-être, Alexis, tu es vegan, c'est ça? Oui. Hein, voilà. Donc forcément, c'est un choix de vie. Mais Étienne, toi par exemple, est-ce que tu es prêt à manger moins de viande, à manger autrement, à manger plus local, à favoriser les circuits courts? Est-ce que tu le fais dans ta famille, par exemple? Oui, dans ma famille, on essaye de manger le moins de viande possible et de favoriser, on va dire, même, j'ai un grand jardin et mes parents essayent vraiment de faire pousser les légumes dans le jardin et manger, on va dire, plus local et manger de la nourriture même produite par nous et arrêter de manger de la viande et de... Voilà. Allez, je pose la question de l'autre côté de la table. Est-ce que vous êtes prêts, lors du prochain barbecue d'été, à manger moins de viande? On peut manger du poisson, oui. Non, monsieur Prévost, pas. Non, je pense qu'il faut éviter aussi de tomber dans l'autre travers qui est la diabolisation de la viande et de la filière viandeuse. Alors, personne n'est obligé de manger de la viande tous les jours. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Mais il ne faut pas non plus donner le sentiment que ça va être la réponse à tous les maux. Quand je lis dans le programme Écolo-Groen qu'une des propositions, c'est d'augmenter le prix de la viande. C'est faux. Vous savez que c'est faux, monsieur Prévost. Non, monsieur. Non, c'est tout à fait faux. Regardez, monsieur Calvo ne l'a pas démenti lui-même. Notre programme sera publié ce samedi et vous n'y verrez pas cette proposition. On va dans le projet, en tout cas, de programme, c'était indiqué. Et très clairement, ça n'a pas de sens parce qu'il faut se rendre compte qu'on a besoin autant de manger sainement beaucoup de légumes que d'avoir aussi l'occasion, pour des questions aussi de protéines, de pouvoir manger de la viande. Il y a des familles pour lesquelles c'est un produit qui n'est pas simple aussi d'acheter, il faut s'en rendre compte. Donc augmenter le coût n'est certainement pas une proposition que l'on formule. Je pense que tout le monde ne doit pas être carnivore à l'excès et tout le monde ne doit pas non plus obligatoirement devenir vegan. Il faut trouver quelque chose on va pas faire un débat sur la viande. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on doit favoriser les circuits courts. Voilà, qu'on doit être dans une démarche où nos producteurs locaux sont valorisés, qu'ils soient bio ou qu'ils ne le soient pas. La dimension de circuit court n'oblige pas à la dimension bio, et tant mieux si les deux, par contre, arrivent à se réconcilier. Au niveau local, on doit aussi être dans une démarche, et on le fait du côté de la ville de Namur, on vient de lancer l'initiative avec l'Échevin de la transition écologique, de pouvoir réfléchir à avoir des cantines scolaires avec des produits qui soient eux-mêmes beaucoup plus adaptés et beaucoup plus circuit court. Ça, c'est ce qu'on doit faire, ça c'est clair. Très bien. Yannick ? Alors, vous parliez du problème de la viande, vous expliquiez qu'il ne fallait pas diminuer complètement, arrêter de manger de la viande. Je vous ferai remarquer que le rapport du GIEC demandait de diminuer de 80% sa consommation de viande, que 15 à 25% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'élevage et des activités qui l'entourent, qu'il faut 15 500 litres d'eau pour 1 kg de bœuf, ce qui représente une piscine familiale. C'est énorme, c'est trop. De plus, la consommation de viande augmente de 43% le risque d'avoir des cancers. L'OMS a classé les viandes transformées, donc la charcuterie, comme cancérigène de classe 1. C'est égal à la cigarette. Alors que l'on ne veuille pas devenir vegan, qu'on s'en fiche des animaux, là n'est pas le débat. Mais humainement et écologiquement, la consommation de viande n'est plus acceptable. Alors, on ne va pas faire tout le débat sur la viande. Moi, je parle surtout pour l'économie de la viande. Alexis et puis Louise. Moi, je suis vegan, pas que pour des raisons écologiques, mais j'accepte tout à fait que je sais que le monde ne va pas devenir vegan et j'en suis conscient. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut diminuer. Et ça, je pense que tout le monde, tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais.
Et par exemple, si on regarde Greenpeace, un rapport qu'ils ont publié récemment, qui dit que le régime idéal, ce serait la viande une fois par semaine. Et je suis d'accord, et je suis sûr qu'on peut se rejoindre là-dessus, c'est qu'il faut, si on veut consommer de la viande, il faut consommer de la meilleure viande. De la viande plus locale, qui est élevée dans de meilleures conditions. On est d'accord en tout cas. Louise ? Oui, moi je pense que pour la consommation, il faudrait des taxes plus contraignantes sur les imports, tout ce qu'on fait venir jusque chez nous, et promouvoir tout ce qui est local. Je pense à paysans artisans. Ça a pris du temps à ce que ça se développe et ça marche à mort. Un exemple concret, chez moi, on faisait des courses toutes les semaines chez Colruyt. On y allait en voiture, évidemment, puis on achète beaucoup. Maintenant, on va une fois toutes les 3 semaines chez Colruyt et toutes les semaines chez Paysans Artisans en vélo. On achète moins chez Paysans Artisans. Ok, c'est un budget, mais au final, on se rend compte que chez Colruyt, on achète beaucoup, donc ça nous coûte cher. Chez Paysans Artisans, on achète peu, et j'ai pas faim, je mange à ma faim. Et donc oui, on achète peu, c'est près de chez nous. Et je pense qu'il faut promouvoir tout ce qui est local, oui, et arrêter les pubs mensongères, toutes les pubs de supermarchés et tout ça. Il faut que ces pubs-là soient remplacées par tout ce qui est local. On a tout à côté de chez nous. Il faut conscientiser la population à ça. Très bien. Monsieur Azé, peut-être une réflexion sur le domaine ? Mais clairement, par rapport à ces produits qui viennent de très loin, c'est une aberration écologique, sociale et économique. Et pourtant, nos pays en Europe continuent à vouloir notamment conclure des traités. Je pense au CETA avec le Canada, je pense qui a été signé et voté, je pense au Mercosur qui a lui un projet avec l'Amérique du Sud. Mais quel est le sens de faire venir de la viande d'Argentine pour consommer de la viande en Wallonie, avec en plus certains outils wallons qui font des campagnes pour la promotion de la viande. Qui fassent des campagnes pour les circuits courts, c'est fort bien. Mais qui fassent des campagnes pour la promotion de la viande en 2019, de mon point de vue, ça n'a pas de sens. Alors moi j'ai une question aussi, on parle beaucoup d'emballage, de suremballage, de plastique, etc. Est-ce que les communes ou la région wallonne, la Wallonie, savent y faire quelque chose pour ça? Est-ce qu'on peut taxer des entreprises? Parce que c'est souvent ce que les jeunes reprochent aussi, c'est beaucoup de déchets, beaucoup d'emballage et de plastique. Est-ce que là on peut jouer ou pas sur le plan politique? Il y a déjà des décisions qui ont été prises. Le ministre Carlo Di Antonio a pris la décision il y a plusieurs années d'interdire, par exemple, les sacs de plastique à usage unique qu'on a à chaque fois dans les grandes surfaces pour les fruits et légumes. Ouais. Le stock qui avait été à l'époque acheté pouvait être écoulé. Et puis, vous avez remarqué vous-même que désormais, on est dans des sacs en papier. Donc ça, sont des décisions... Est-ce qu'on peut aller plus loin, par exemple, obliger des grandes entreprises, multinationales même, qui ne sont peut-être pas forcément présentes sur le territoire wallon, à faire moins de suremballage? Honnêtement, je ne vais pas improviser une réponse sans l'avoir validée juridiquement. Je pense qu'on peut se permettre d'aller plus loin. La question, c'est si la Wallonie va loin toute seule, arrivera-t-elle à avoir la force de frappe pour que ces multinationales bougent? Donc il est probable qu'il faille mobiliser au-delà de la Wallonie pour avoir un résultat, mais ce n'est pas parce que la Wallonie seule n'y arriverait pas qu'elle ne doit pas être à la tête de l'action et du combat. D'accord. Monsieur Clairval? Mais sur les 3 sujets qui viennent d'être évoqués, tout d'abord par rapport au plastique, je crois qu'en effet là il y a un gros travail à faire. Frédéric Ries au niveau du Parlement européen a mené le combat avec une directive européenne et on voit qu'il va y avoir vraiment là une prise de conscience importante pour diminuer, voire supprimer les emballages superflus de plastique qui se rejettent dans les océans. Ça c'est vraiment une priorité qu'il faut aller mettre en place le plus rapidement possible. Au niveau wallon, on a investi également un montant financier important pour créer une usine de recyclage du plastique. On va créer la filière, c'est une manière aussi de créer de l'emploi en Wallonie en utilisant les déchets comme étant de nouvelles ressources et pouvoir ainsi non seulement rendre plus propre la Wallonie mais aussi créer de l'emploi et de la richesse pour notre zone. Par rapport au circuit court, moi je partage tout à fait cette analyse. C'est certain, quand vous habitez en zone rurale, par exemple, le circuit court, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous n'avez pas de solution que de prendre des circuits courts. Mais attention quand même, soyez attentive, mademoiselle, sur le fait que malheureusement on ne trouve pas toujours tout dans un circuit court. Je vais vous citer mon exemple dans ma commune. Moi j'ai fait des réunions avec tous les éleveurs de viande pour essayer de programmer des circuits courts en viande. Le problème c'est qu'il y avait une certaine forme de viande et pas suffisamment de solutions. Donc il faut des circuits courts, mais on ne pourra pas faire du 100% circuit court parce qu'il y a toute une série de produits qui sont produits de manière plus industrielle ou de manière plus décentralisée et qui ne peuvent pas se retrouver partout. Et enfin, pour la viande, je ne peux pas, je suis désolé, mais
moi, je ne peux pas laisser passer ce qui a été dit. Sur le plan de la viande, OMR, nous, on est pour la liberté de choix. Si vous voulez être végan, si vous voulez ne pas manger de viande, c'est votre choix. Et nous, on le respecte. C'est votre liberté. Mais alors, imposer son point de vue, comme je l'ai cru on n'a pas parlé de ça, je pense. C'est un peu effrayant. Mais donc, soyons attentifs aussi sur le fait que la viande, et monsieur a cité toute une série d'extériorités négatives, mais par exemple, il faut aussi savoir que l'élevage, notamment par la capacité de stockage CO2 des pâturages, permet de compenser largement une partie des émissions de l'élevage. Donc, soyons nuancés sur ce sujet. On va pas relancer tout le débat. Je propose. Louise, oui. D'abord, Alexis a très bien dit qu'il était conscient que tout le monde n'allait pas devenir vegan. Non, donc il a... Monsieur. Ça. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, vous dites que vous avez été dans quelque chose de plus local et vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez. Mais ça, c'est aussi le gros problème de notre société. S'il n'y a pas ce qu'on veut, ben on prend autre chose. Il faut arrêter de penser qu'il y a tout devant nous. Si jamais il n'y a pas cette viande-là, ok, on prend celle-là, on doit arrêter. Ça, c'est l'habitude qu'on a dans les supermarchés, en fait. C'est avoir un énorme truc avec tout qui vient de partout. Et c'est pour ça qu'on a plein de choses. Non, maintenant, si par exemple vous allez chez Paysan Artisan, vous prenez ce qu'il y a, c'est comme ça. Avant, c'était comme ça qu'on faisait. On prenait ce qu'il y avait dans le potager. Ça, c'est... Enfin, c'est des attitudes d'enfants gâtés de penser comme ça, quoi. On a compris le principe, très bien. Que de mordre le choix quand vous avez un rayon de 4 mètres de yaourt. Très bien, très bien. Allez, on va clôturer ici. Je propose qu'on prenne encore 5 minutes. Il nous reste 5 minutes pour, de part et d'autre de la table, dire voilà peut-être ce qu'on pense pour le futur. Est-ce que du côté politique, vous allez répondre aux jeunes et qu'après les élections, il va y avoir des actions bien précises ou pas? Que pouvez-vous promettre en quelque part aux jeunes? Et puis après, je me tournerai pour terminer vers les jeunes pour voir un peu aussi leur conclusion de leur combat. Alors, on va faire le tour de table rapidement, en quelques secondes, Monsieur Prévost. Pas de promesses en l'air? Non, et d'ailleurs, je n'en ai pas formulé durant l'émission, parce que j'ai bien compris que c'est parce que les jeunes attendaient. Ils veulent des actes. Les paroles, c'est facile. On est, nous, des professionnels à la limite de la parole. Mais ils sont saoulés de nous entendre parfois promettre des choses si ce n'est pas suivi d'actes. Nous avons tous posé des actes, probablement, comme je l'ai dit, pas suffisamment, pas assez rapidement. Mais avant les élections comme après les élections. Parce que ce qui serait le pire et ce qui serait la plus grande marque de mépris par rapport à la mobilisation des jeunes, c'est de considérer qu'on doit essayer de tirer sur la corde jusqu'au 26 mai, date de l'élection, et puis après, basta. Non, cette urgence d'une réaction démocratique, d'un sursaut des élus, elle est attendue, y compris après le 26 mai, et prouvons à ces jeunes qu'ils ont encore droit de faire confiance dans les responsables politiques, parce que nous serons au rendez-vous de ces grands enjeux. Très bien. Rapidement, Madame Thieu. Je voudrais revenir, moi, sur la question de l'alimentation et dire que ce qu'il faut principalement, c'est permettre à chacun de pouvoir s'alimenter avec des produits sains, de qualité et accessibles. Et n'oublions jamais ça, parce que l'alimentation ne peut pas être inaccessible pour les personnes qui n'ont pas de revenus, pas suffisamment de revenus que pour s'offrir des produits de qualité. Donc il y a là un enjeu de société extrêmement fort. Il y a des circuits courts, bien entendu, il faut les encourager, mais il y a aussi toutes des initiatives citoyennes pour créer des ponts entre l'agriculteur local et les consommateurs. Et je crois que c'est vers cela que nous devons nous diriger. Sur la question des déchets, parce que je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, je voudrais dire aussi que nous avons toute une série de leviers pour agir. Par exemple, j'en citerai qu'un. Par exemple, c'est une TVA moindre sur les produits recyclés. Le recyclage à la cote, et c'est très bien. À Namur, on a vraiment de belles entreprises, la ressourcerie, Handipar, etc. Et je crois que nous avons des leviers politiquement pour faire avancer cette nouvelle économie qui est l'économie circulaire. Et puis enfin, en conclusion, pour conclure un peu ce débat, je voudrais dire que nous devons vraiment préserver notre planète. Nous devons finalement la nettoyer aussi des déchets que nous avons produits. Et donc, il faut que chacun, nous balayons devant nos habitudes et nos comportements pour que notre planète demain soit plus respectable, plus respectueuse et plus digne aussi pour les générations futures. Alors, M. Azé et puis M. Caraval. Clairement, l'enjeu, c'est que le climat soit au centre de nos politiques. Et donc, moi, je ne peux que redire que les marches sont un puissant levier pour précisément faire pression sur l'ensemble des acteurs et donc surtout continuer pour avoir cette transition écologique et solidaire. J'espère qu'à partir de là,
on va pouvoir mettre fin à toutes ces contradictions par rapport au chemin qu'on doit prendre et puis qu'on puisse développer plus fort et plus vite toutes ces initiatives, que ce soit sur la mobilité, sur l'économie d'énergie, sur les énergies renouvelables, sur l'alimentation, sur les circuits courts, sur les déchets, toutes ces politiques-là, et qu'on ne puisse plus entendre des discours, comme on l'a entendu, de déni par rapport aux enjeux climatiques. Et puis, à partir de là, je ne peux que vous inviter à rester mobilisés après le 26 mai, précisément pour continuer à faire pression, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Bien, M. Caraval, et puis on donne la parole aux jeunes pour terminer. Mais la mobilisation des jeunes est formidable, le message qu'ils donnent est magnifique, nous devons l'entendre, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il faut être optimiste, parce que c'est vrai que parfois, et quand je parle avec d'autres jeunes, on entend des jeunes qui sont vraiment pessimistes, et parfois qui ont peur. Nous, on pense qu'il y a moyen, tous ensemble, les jeunes, les politiques, en se retroussant les mains, en mettant en place des politiques concrètes, de pouvoir sauver la planète, parce que on est parfois effrayé de messages un peu catastrophiques. Nous, on pense grâce à la recherche, grâce au développement, grâce à l'intelligence humaine, on va pouvoir trouver des solutions et que c'est tous ensemble que nous pourrons y arriver. Bien, allez, on termine par un dernier tour de table pour les jeunes. Yannick, tout d'abord, la mobilisation va continuer. Toi, tu es prêt à aller jusqu'au bout et à te mobiliser pendant des mois et des mois? Donc, c'est plus que se mobiliser pendant des mois et des mois. C'est une mobilisation qui va durer jusqu'à l'extinction de notre espèce, peut-être lorsque la planète sera détruite. C'est une mobilisation qui va devoir durer durant toute l'existence de l'espèce humaine. Parce que pour éviter qu'un jour ou l'autre, on refasse les mêmes erreurs. Des marches, il n'y en aura peut-être plus dans 10-15 ans si la situation évolue bien, mais il va y avoir besoin de continuer à surveiller. Il faut absolument continuer à éduquer les jeunes vers une information, vers aussi un éveil, une compréhension des prises de conscience. Il faut aussi que les gens continuent de se battre pour une reconstruction totale du système. Et donc, c'est un combat de chaque instant qui va durer finalement pour l'éternité. De chacun et de chaque instant. Voilà, de chacun. Ouais. Très bien. Merci Yannick. Alors, André, c'est ça? Ouais. Moi, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a la mobilisation des jeunes. C'est quelque chose qui est très important. Et on voit quand même que suite à nos mouvements, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et vous dites être soutenus parfois dans vos démarches, etc. Mais je pense qu'aussi qu'à notre échelle, on peut faire plus. Et c'est ce que je pense, pour ma part, je fais, et avec ceux qui sont ici aussi. En fait, dans les écoles de Namur, donc dans plusieurs écoles, on a lancé des groupes de transition dans les écoles. Donc c'est des choses qui se passent sur les temps du midi, où on a quand même un franc succès dans les différentes écoles. Et donc là, on est rentré en contact entre nous aussi, pas que seulement au niveau des écoles. Du coup, justement, pour développer tout ce côté humain, donc ces valeurs qui ont été laissées de côté depuis bien trop longtemps. Et on voit ici que malgré tout, on reste quand même en compétition. Donc on est vraiment dans un monde de compétition où chacun essaie de faire valoir sa parole au dépit de l'autre, etc. Du coup, nous, vraiment, on essaie de s'allier pour un combat qui est commun. Et donc, peut-être donner aussi quelque part l'image à vous et à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Très bien. Alors, Alexis? Alors, j'aimerais bien dire deux choses. Premièrement, vous avez dit, il faut changer nos habitudes. Bien évidemment, il faut que tout le monde change nos habitudes. Mais pour beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à changer leurs habitudes, il faut leur imposer de leur changement. Et c'est pour ça qu'on manifeste, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'on veut vous mettre la pression. C'est parce que vous devez imposer des changements à ceux qui ne sont pas conscients. Comme par exemple, quand on a interdit la cigarette dans les lieux publics, plein de gens ont râlé, mais au final, il y a beaucoup moins de cancers, quoi. Mais là, ça va être la même chose avec le climat. Donc imposer le changement. Et deuxièmement, vous avez dit on a peur, on n'est pas optimiste, mais c'est un peu normal. Quand on regarde des rapports du GIEC, ils disent qu'il nous reste quelques années pour changer. Ils nous disent que sinon on va vers la 6e extinction de masse, que dans 10-15 ans on va avoir des catastrophes naturelles. C'est normal d'avoir peur. Et vous avez dit on croit en l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est de réaliser qu'il faut agir maintenant. C'est d'écouter ce que les scientifiques disent. Pour moi, c'est ça l'intelligence humaine. C'est pas dire que on trouvera des machines qui vont régler la situation. Visons plus sur l'humain en tout cas. Voilà. Je suis d'accord. Faut pas être pessimiste et je ne le suis pas. Avec tout ce qui se passe, je ne le suis pas. Mais il faut être réaliste aussi. Voilà. Donc, voilà. Très bien. Et on termine par Louise. Ouais, je vais rebondir sur ce qu'Alexis disait. Je pense qu'il faut profiter de la colère saine des jeunes tant qu'on est encore prêt à écouter. Si ça prend trop longtemps, ça va plus aller. Tout le monde va penser qu'à sa colère en soi. Là, on est ensemble pour écouter le changement et je pense qu'on est prêt à l'accueillir, en tout cas à notre âge.
Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a tous dit autour de la table qu'on était là pour le même combat. Donc j'espère qu'on se recroisera dans les manifestations et qu'on continuera ce combat ensemble. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, les jeunes. Je trouve vraiment que vous avez fait preuve d'une grande maturité et que vous avez bien géré ce débat, alors que ce n'est pas facile, que c'était votre premier débat, alors que de l'autre côté de la table, vous n'en êtes pas votre premier, sans vouloir faire réflexion. Mais très bien, là maintenant, j'espère que de part et d'autre, chacun se comprend mieux et que, effectivement, vous allez travailler ensemble dans les prochains mois, dans les prochaines années pour un monde meilleur. J'espère aussi que ce débat va se prolonger dans les écoles, dans les familles et puis évidemment dans les hémicycles politiques. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée et à bientôt.